Non mais, est-ce que tu as vu ça? Attends 2 secondes. Les combats, les résultats, on va en parler. Mais avant ça, est-ce que tu réalises ce qu'on vient de voir? UFC Freedom 250. Rien que le nom, on dirait quelqu'un qui a demandé à ChatGPT « Organise-moi l'événement le plus américain possible ». Sérieusement, sur ce coup, les combats sont presque secondaires. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la symbolique de tout ça. Comment est-ce qu'on est passé d'un sport dénigré à un événement organisé dans le lieu le plus puissant des États-Unis? Bon allez, un petit récap des combats. Méga masterclass, on n'a pas été déçus. Et je te dis ça en tant que mec pas trop fan du UFC. Déjà, Gadget qui réalise la surprise, le coup de poker de vaincre Topuria. Alors ça, personne n'avait vu venir. Et ensuite, Gane versus Shama. Le choc des titans. Je vais pas vous mentir, moi j'étais légèrement plus pour Pereira. Tu me connais, moi je suis un grand sentimental. L'histoire du gamin alcoolique qui change des pneus dans un garage perdu au fin fond du Brésil, mais qui arrive à sortir de sa condition par les sports de combat, c'est bon, je signe tout de suite. Ce genre de mec, j'ai envie de l'encourager à vie. Mais quelle masterclass de Gane! Rester debout en striking face au striker le plus puissant de l'UFC, c'était beau, c'était fou, c'était exactement ce qu'on voulait voir. Et terminer ce combat par un KO au deuxième round, franchement, masterclass de Cyril. Il y a presque rien à redire. Enfin, presque parce que petit hola, les oblique kicks dans le genou dès le départ et les frappes à répétition à l'arrière du crâne, c'était pas très classe. Je sais, il était là pour gagner. Et il y a un arbitre, et l'arbitre, il a rien dit. Mais bon, c'est dommage. Il n'avait pas besoin de faire ces sales coups pour gagner. Il gagnait déjà largement en combattant propre. Donc voilà, personne ne le dit, moi je le dis. Bravo quand même, ça reste une grosse perf. Bon, maintenant qu'on a parlé des résultats, j'aimerais prendre un petit peu de recul. Parce que selon moi, le véritable événement aujourd'hui, c'est pas la victoire de l'un ou de l'autre. C'est surtout ce que représente cette soirée. Et pour comprendre ça, il faut se rappeler d'où vient le MMA. Tu vois, quand j'étais ado, si tu voulais faire des sports de combat, il n'y avait que des salles d'arts martiaux traditionnels. Du kung-fu, du judo, du karaté, du ninjitsu même. Mais bref, il y avait que les trucs où t'as pas des vrais impacts à pleine puissance. Et donc, quand j'ai voulu commencer la boxe thaï, même mon propre père m'a dit « Quoi? Ce truc de sauvage où tous les coups sont permis? Jamais !» Tu vois, mon père, il venait du karaté. Alors pour lui, voir du clinch et des coups de coude, c'était déjà trop. Il était contre. Quand moi, je voyais du ramouet, de la culture thaï, des petits gabarits thaï qui arrivaient à être plus puissants que des gros gabarits étrangers, et lui, il voyait que de la violence et du bain de sang. Et puis ensuite, le MMA est arrivé et il a été aussi très mal accueilli. C'est trop violent, il n'y a pas de respect, ils combattent dans une cage comme des chiens, il faut interdire ça. Et tu vois, moi, même si c'était pas mon truc, j'ai tout de suite fait le lien avec la perception que les gens avaient de la boxe thaï, qui était maintenant redirigée contre le MMA. Alors qu'évidemment, c'est une discipline ultra technique. Pendant des années, non, plutôt pendant des décennies, le MMA et même un petit peu toutes les boxes en général ont souffert d'une image caricaturale. Pour la personne lambda, c'était juste un truc de la scar, de la violence, de la bagarre, un truc qui faisait réellement peur, destiné aux mecs à problème. Alors que pourtant, tous ceux qui ont poussé la porte d'un gym savent que la réalité est différente. Discipline, respect, contrôle de soi, dépassement de soi, bref, tu connais l'histoire. Imaginez maintenant ce que représente cet événement. Donc pendant des décennies, on a dit que ce sport était trop violent, et aujourd'hui, la Maison Blanche organise un UFC dans son jardin. Voilà la vraie victoire. On est passé d'un sport qu'on voulait interdire à un sport qu'on célèbre devant le monde entier. C'est un changement de statut énorme. Et ça, le Japon l'avait compris avant tout le monde. Pour ma génération, c'est pas la première fois qu'un pays met les sports de combat au premier plan. Dès le début des années 2000, c'est le Japon qui faisait rêver le monde entier. Le K1, le Pride, le K1 Max. Tout le monde voulait y participer et tout le monde voulait aussi aller les voir. C'était pas simplement des organisations, c'était un phénomène culturel. Des stades remplis, des audiences gigantesques, des combattants pourtant inconnus dans leur propre pays qui devenaient de véritables stars là-bas. Andy Hug, Jérôme Le Banner, Ernesto Hoost,
plus tard Boakao. Ces noms ont fait rêver plusieurs générations. Et des milliers de pratiquants ont franchi la porte d'un gym pour la première fois grâce à ces mecs-là. Pour beaucoup d'entre nous, les combattants, le Japon a montré qu'un sport de combat pouvait être du spectacle, populaire, mais surtout respectable à la fois. Les combattants n'étaient plus des marginaux, c'était des modèles, des stars, des vraies sources d'inspiration. Aujourd'hui, le Japon a laissé sa place aux États-Unis, mais l'idée reste exactement la même. Mettre cette discipline et ses combattants sur le devant de la scène. Parce que plus le MMA et les sports de combat sont visibles, plus les gens découvrent ce qu'il en est vraiment. Et moins ils les réduisent à des clichés. La vraie victoire, pour moi, elle est là. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant derrière tout ça. Chaque pays met en avant ce qu'il admire. Les États-Unis exportent Hollywood, la NBA et aujourd'hui l'UFC. La Corée du Sud exporte sa K-pop, ses films et ses séries, et surtout des émissions comme Physical 100 qui célèbrent la performance physique, la compétition et le dépassement de soi. Autrement dit, certains pays utilisent le sport et la performance comme éléments de rayonnement culturel, alors que d'autres dirigeants... T'as compris. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que les États-Unis assument pleinement leur passion pour les sports de combat. Ils mettent ça en avant dans le jardin de la Maison Blanche, ils en sont fiers. Et finalement, c'est pas si différent de ce qu'on a vu pendant l'âge d'or en Thaïlande. Là-bas, le Muay Thai fait partie de l'identité nationale. Les anniversaires du roi donnaient lieu à des galas gigantesques. Les meilleurs combattants du pays devenaient de véritables héros populaires. Le message était clair. Ce sport fait partie de notre culture et nous en sommes fiers. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que les États-Unis font la même chose avec l'UFC. Ils ont décidé que le MMA fait partie de leur identité culturelle et ils le mettent en avant. Et moi, je trouve ça beau. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'UFC, qu'on aime ou non les personnes qui organisent cet événement, je pense qu'il faut prendre un instant pour réaliser ce qu'on est en train de voir. Pendant des décennies, le MMA s'est battu pour être accepté. Aujourd'hui, il est soutenu par la Maison Blanche. Tu vois, quand j'étais jeune, j'ai rêvé devant le K1. Peut-être qu'aujourd'hui, un autre gamin est en train de rêver devant l'UFC. Et ça, c'est probablement la véritable victoire de cette soirée. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao! Mm.